Donc, je m'appelle Thomas Roux, je suis neurologue à la Salpêtrière. Je travaille dans l'équipe du professeur Stankov que vous avez vu tout à l'heure et de Elisabeth Maillard que vous avez vu dans le film. Et donc, je m'occupe tout particulièrement des patients atteints de NMO-MOGAD à la Salpêtrière. Donc on m'a demandé de parler un peu des symptômes, des traitements symptomatiques. Donc je suis désolé, je vais pas pouvoir rester très longtemps. Je vais poser le contexte et puis après je laisserai la parole à ma collègue. Ce qu'il faut bien comprendre avec les traitements, on a beaucoup parlé de traitements aujourd'hui. Pour les traitements dans ces maladies, il faut les classer en 3 catégories. La première catégorie, c'est les traitements dont on a parlé tout à l'heure beaucoup avec Julie, qui sont les traitements de fond ou les traitements immunosuppresseurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais aussi DMT, c'est Disease Modifying Therapy, c'est-à-dire des molécules qui vont aller targeter spécifiquement la maladie, son mécanisme, pour empêcher la maladie de s'exprimer. La deuxième catégorie, c'est le traitement de la poussée, puisque c'est des maladies qui s'expriment comme ça par poussée, et donc ça on a vu dans le film. On a parlé de bolus de corticoïdes, on a parlé d'échanges plasmatiques avec c'est des traitements assez lourds, et donc ça c'est des traitements qu'on fait au moment de la poussée pour enlever l'inflammation de la poussée actuelle qui est responsable des symptômes actuels, pour empêcher cette poussée de continuer et qu'elle s'arrête. Parce que si on laisse faire, ça va être, plus on traite tard, plus elle va être grave et risque de laisser des séquelles. Donc ça, c'est vraiment un traitement urgent, aigu. C'est quand on parle d'urgence vitale tout à l'heure dans le film, Elisabeth Maillard dit de rares cas, ça peut être une urgence vitale. C'est ça. Il faut traiter très vite la poussée avec ces traitements corticoïdes, échanges plasmatiques, pour empêcher qu'elle devienne trop grave, etc. Et puis la troisième catégorie de traitement, c'est ce qu'on nous a demandé d'aborder aujourd'hui. Et il y a eu des questions un peu dans l'assistance tout à l'heure, c'est les traitements des symptômes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en médecine, traitement des symptômes? C'est-à-dire qu'on va pas s'intéresser à la cause, on va pas s'intéresser à la maladie, on va s'intéresser à ce que vous rapportez vous, votre problème à vous dans le quotidien. J'ai du mal à marcher, j'ai mal à la jambe, j'ai des hoquets, des vomissements, j'ai des problèmes pour déglutir. On va s'intéresser aux symptômes, on va pas s'intéresser à la cause, c'est pas le sujet, et on va essayer de traiter le symptôme pour améliorer le quotidien, la qualité de vie dont on parlait tout à l'heure. Et donc quand on parle de traitement symptomatique, c'est pas forcément des médicaments, c'est même d'ailleurs le plus souvent pas forcément des médicaments, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de médicaments révolutionnaires dans les symptômes. Même les traitements de la douleur c'est un symptôme très fréquent en médecine. On a des médicaments contre la douleur, mais il y a parfois c'est pas suffisant, c'est pas évident, on n'y arrive pas. Donc les traitements du symptôme les médicaments qui traitent les symptômes, en médecine c'est pas simple. Et du coup c'est de loin la seule technique. Il y a d'autres techniques qu'il faut utiliser, qu'il faut combiner pour essayer de soulager au maximum et d'améliorer donc cette qualité de vie. Donc les symptômes, si on se rattache à la neuromyélite optique, donc puisqu'on on part de là, donc le nerf optique, l'atteinte du nerf optique, donc baisse d'acuité visuelle, douleur quand on bouge l'œil, on voit plus bien les couleurs. Voilà, ça c'est le syndrome de la névrite optique. Et puis après, il y a les atteintes de la moelle épinière. Donc la moelle épinière, c'est là où est véhiculé tous les câbles qui après innervent vos bras et vos jambes. Et donc ça va vous donner, si il y a une lésion dans la moelle épinière, c'est là où on a les symptômes qui sont décrits, qui a encore une fois été décrits dans le film par le docteur Maillard, c'est-à-dire on perd la force d'un membre, on a moins de force, ou alors on est paralysé, ou alors on sent moins bien, ou alors on a des fourmis, des douleurs, ça c'est la sensibilité. Et donc tous ces câblages neurologiques qui s'occupent de ces fonctions de sensibilité, de motricité, ils passent dans la moelle épinière. Et la moelle épinière, ça fait ça de diamètre à peu près, c'est pas très grand, pas très épais, et donc forcément s'il y a une lésion dedans, ça va donner tout un tas de symptômes en aval. Et puis il y a autre chose dans la moelle épinière, c'est les centres vésico-sphinctériens, les centres de contrôle des sphincters. C'est là que c'est géré, et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des troubles des sphincters dans les atteintes de la moelle épinière. Donc là, voilà, c'est un résumé à peu près des principaux symptômes du nerf optique de la moelle épinière. Une fois qu'on a dit ça, selon ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une même lésion chez 2 patients différents va pas donner les mêmes symptômes. On est tous assez différents. Et il y a une hétérogénéité assez importante des symptômes qui vont pas être de la même intensité chez tout le monde, qui vont pas non plus être vécus de la même manière.
Il y a des patients qui vont être plus impactés que d'autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources pour combattre les symptômes. Et donc, il va falloir s'adapter. Pour faire le traitement du symptôme, il faut s'adapter à chaque patient, à chaque plainte qui va être particulière. Donc, on n'est complètement pas du tout dans le même champ que les traitements de fond où il y a 4 molécules autorisées, comme on a dit tout à l'heure, et on va choisir celle des 4 qui est adaptée à vous, et on va y aller pour tout le monde. Là, le traitement du symptôme, on peut pas faire comme ça. C'est une prise en charge personnalisée qui va dépendre de chaque symptôme, chaque personne. Donc, et la synthèse est un peu conclue par ça. Quand on fait de l'éducation thérapeutique à l'hôpital, on le dit, c'est d'avoir une prise en charge qui est multidisciplinaire. Ça va pas reposer sur un neurologue ou un médecin généraliste. Ça va reposer sur plein de professionnels de santé, des médecins, mais aussi donc des infirmières, des kinés, des psychologues, des orthophonistes, des médecins MPR, médecins physique et réadaptation, des urologues, des ophtalmologues, puisqu'on parle de nerf optique. Et il va falloir que vous combiniez tous ces praticiens, qui ont chacun leur rôle, pour aller vous aider à traiter ces symptômes. Et donc là, encore une fois, les praticiens, ils vont pas s'intéresser à la NMO ou à la MOGAD, c'est pas le sujet. Ils vont s'intéresser aux symptômes et à comment vous aider à améliorer votre qualité de vie. Donc si on prend un exemple, il y en a des dizaines, mais si on en prend un, dans les atteintes de la moelle épinière, on peut garder une jambe ou des bras raides. On appelle ça la spasticité. Et donc cette spasticité, on a plusieurs manières de la combattre. On peut déjà faire de la kiné avec des étirements. On peut ensuite faire des injections de toxines botuliques. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ou ont eu. Et puis on peut aussi aller sur des techniques de troisième ligne plus invasives, mais quand c'est nécessaire, on peut le proposer. Donc voilà. Voilà un peu comment on aborde le symptôme dans ces maladies neurologiques. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit déjà ou Moi, le souci, c'est que c'est le tronc cérébral qui est touché, ouais. Et que, à part l'orthophoniste... Alors, c'est très intéressant comme première question parce que vous avez fini par il y a rien. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que qu'on est en médecine, le traitement du symptôme, c'est pas facile. Et on n'a pas, vous voyez par exemple dans votre cas pour la déglutition, on n'a pas de médicament qui améliore la déglutition. Ça n'existe pas. Donc on dit souvent en médecine, faut traiter la cause parce que c'est plus facile. Si on traite la cause, et ben comme ça on traite le symptôme. Mais c'est pas toujours possible. Et quand il y a en neurologie, quand on garde un symptôme séquelaire, on peut pas traiter la cause. Il faut traiter le symptôme. Donc c'est pas simple. Donc effectivement dans la déglutition, on utilise beaucoup l'orthophonie. C'est une chose pour rééduquer, pour essayer de remuscler. On peut aussi, je suppose que vous avez eu plein de conseils sur comment manger, ce qu'il faut manger, comment, etc. Pour essayer d'améliorer les choses. Je suis presque faux. Voilà. mais effectivement, on n'arrive pas forcément toujours à un résultat 100% positif. C'est sûr. Voilà. Et l'ophtalmologue, c'est pareil, le nerf optique, il peut rien faire. Il n'y a pas de médicament qui répare le nerf optique, ça n'existe pas encore, on sait pas faire. Donc voilà. Qui gardent en séquelle des troubles de la vue importants. Alors les couleurs, je sais qu'il y a des lunettes avec des filtres, mais au quotidien, comment on peut gérer ça? Alors il faut développer des stratégies d'adaptation. Il y a aussi quand même, il y a deux choses. Il y a l'adaptation qu'on va faire soi-même, et puis la société s'adapte de plus en plus au handicap quand même aussi. Il y a 20 ans, le handicap était beaucoup moins considéré qu'aujourd'hui. Maintenant, par exemple, même jusque dans les jeux de société, les éditeurs pensent à faire des visuels, quand il y a des règles avec des cartes, etc. Ils pensent à pas faire forcément en fonction de la couleur, parce que sinon il y a des gens qui peuvent pas jouer. Donc ils font des symboles, ils font des images, des dessins différents pour chaque couleur, pour que les gens qui voient pas les couleurs puissent aussi jouer. Donc ça c'est l'adaptation de la société, donc je pense qu'il quand même progresse. Et après il y a l'adaptation personnelle qui va être de quand il y a une tâche répétitive que vous avez à faire dans le travail chez vous, et de trouver une solution pour faire quand même avec le handicap. Là, par exemple, un des praticiens qui peut aider, c'est les ergothérapeutes, c'est leur boulot d'adapter la maison, le lieu de travail à un handicap X. Il n'y a aucun moyen de réparer un nerf optique abîmé.
Alors, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, je parle sous le contrôle des autres professionnels de santé, je ne connais pas. Alors, chez la souris, oui. C'est ce que disait le docteur Stankov tout à l'heure, c'est que on a des pistes qui sont intéressantes et on a des résultats positifs, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de résultats cliniques pertinents chez les patients, chez l'être humain. Voilà. Mais ça va venir. Vous avez vu, le professeur Stankov est très optimiste. Moi, j'ai une question concernant le lien entre les symptômes, par exemple la fatigue et d'autres symptômes, et la chaleur, parce que je pense on est tous concernés, on n'a plus le droit au hammam, on c'est n'a vrai plus que j'ai pas parlé de ça. Ça c'est de la physiologie de base, je veux dire, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment de la physiologie qui est commune à tout le système nerveux, c'est ça que je veux dire. C'est pas les spécifique à cette maladie. C'est que quand il fait chaud, la conduction nerveuse est plus lente. Voilà, c'est purement, c'est comme ça, c'est physique. Donc forcément, quand il fait chaud et qu'en plus on a une lésion dans le système nerveux qui ralentit déjà la chose, la chaleur ralentit encore plus. Alors forcément, c'est encore plus dur. Donc c'est pour ça que la chaleur est potentiellement gênante quand on a une maladie du système nerveux central. On l'expérimente tous, même les gens qui sont pas malades du système nerveux. Quand il fait 40 degrés, moi je réfléchis beaucoup plus lentement. Et c'est lié au fait en partie que la conduction nerveuse se fait plus lentement. Donc voilà. Donc ça c'est purement physique. Ensuite, pour la question de, il y avait la chaleur, il y avait la température et la fatigue. La fatigue, c'est vraiment le symptôme typique du handicap invisible dans cette maladie, parce qu'il y a que vous qui le ressentez, personne s'en rend compte à part vous. Donc du coup, ça, la fatigue, c'est lié à plein de choses. Une des raisons pour lesquelles on est fatigué dans ces maladies, c'est que quand vous faites une tâche, vous avez besoin de votre cerveau, et sauf qu'il y a des lésions dans le cerveau, et donc tout prend plus d'énergie au cerveau. Parce qu'il va devoir développer des réseaux parallèles, il va devoir développer des stratégies différentes, et du coup, ce qui demanderait normalement une énergie X, là, ça va doubler de la demande en énergie. Donc forcément, vous allez réussir à faire la tâche, mais vous allez être 2 fois plus fatigué que si vous aviez pas les lésions. Donc c'est pour ça qu'on est plus facilement fatigué. C'est une des raisons pour lesquels on est plus facilement fatigué, et ça pareil, comme c'est un symptôme qui est très commun et pour lesquels on n'a pas on va pas vous mettre sous amphétamine, vous allez finir par être drogué, donc on n'a pas de traitement forcément de la fatigue, ça existe pas, voilà. Donc il faut mettre en place ce que je vous disais tout à l'heure, des stratégies de compensation pour vivre avec cette fatigue, et surtout il faut éduquer votre entourage, parce que ils s'en rendent pas compte que vous êtes fatigué, ils comprennent pas, et donc il faut leur expliquer et que ils puissent aussi vous aider à s'adapter. Et c'est pas forcément évident, c'est facile à dire, je le dis en 30 secondes, mais c'est pas forcément facile à mettre en place. Voilà, donc voilà. Mais voilà un peu la raison qui sous-tend tout ça. Je suis désolé de pas pouvoir rester avec vous plus longtemps. Je vais m'échapper comme les professeurs, et je vais laisser la parole à ma collègue. Voilà. Je vais rebondir du coup un petit peu par rapport à la fatigue, qu'effectivement expliquer à l'entourage ce que c'est comme fatigue, c'est compliqué. Enfin déjà, soit de repérer les signes, et que l'entourage, même si on va dire votre entourage très proche vous connaît, et peut-être au quotidien vous allez pas leur dire que vous êtes fatigué, mais ils vont percevoir des signes, mais d'apprendre du coup que c'est une fatigue qui est différente de monsieur ou madame tout le monde, c'est encore, c'est pas simple, que ce soit dans le domaine du coup familial, amical, et si on étend du coup au domaine professionnel, du coup la fatigue reste un sujet quand même compliqué. Donc on essaye par ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, donc que ce soit des infirmières, des psychologues, toutes les personnes qui gravitent finalement dans votre parcours, d'apprendre à mieux connaître cette fatigue. Moi, je dirais plutôt ces fatigues, parce qu'il n'y a pas qu'une seule fatigue, il y a différents types de fatigue, et on en discutait tout à l'heure avec certains, avec cette histoire des cuillères. Alors, je sais pas si tout le monde connaît ou pas cette image-là, mais c'est un petit peu comme de dire que le matin, quand on se lève, on a un certain nombre de cuillères qui est disponible, un petit peu comme une sorte un peu de barre d'énergie, et qu'en fonction des tâches qu'on fait dans la journée, il y en a qui vont nous coûter plus que d'autres, et que si on demande si on nous demande à chacun, par exemple, de faire une tâche en particulier, peut-être que pour moi, ça va être 2 barres d'énergie, donc 2 cuillères. Il y en a pour une autre personne, ça va déjà en prendre 5. Et que forcément,
au fur et à mesure de la journée, du coup, voilà, on n'a plus de points d'énergie ou de cuillères qui sont disponibles. Et ça, des fois, très souvent quand même une image qui est reprise pour pouvoir expliquer dans l'entourage, du coup, cette fatigue. Donc, que ce soit aussi avec les enfants, ça peut être aussi un moyen, du coup, de leur faire comprendre aussi la fatigue et pourquoi. Il y a des jours où il y a des activités qu'on va aller faire simplement, et puis il y a d'autres jours, ce jour-là, on avait prévu de faire, une sortie, faire des magasins, et que ce jour-là, non, ça va pas être possible, et on fait un magasin ou deux, alors qu'on pensait en faire plus, mais ce jour-là, c'est pas envisageable, quoi. Donc, par rapport à la fatigue, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas un comprimé qui va améliorer la fatigue. Et après, c'est en l'apprivoisant qu'on arrive à trouver peut-être un peu des stratégies. Alors, on le dit souvent, ça peut paraître du coup toujours cette phrase qu'on entend, mais l'activité physique. Alors, l'activité adaptée en fonction de comment on se sent aussi, mais de pouvoir bouger à son niveau. Voilà, ne serait-ce que d'essayer de pouvoir marcher, de pouvoir essayer de faire des petites choses, mais si on les fait régulièrement, que ça puisse aider aussi. La kiné, ça aide aussi. Et puis il y a des fois, on n'a pas l'impression que ça fait grand-chose sur le moment, mais ça fait quand même, il y a quand même un bénéfice. Donc, oui. Non, mais. C'est un cas de symptômes autres et ça concerne la mémoire. Concernant ma mère, la mémoire à court terme est réellement abîmée. On parle par moment des fois de quand je lui demande ou qu'elle me demande quelque chose à faire, je lui rapporte et elle me dit ah mais je te l'ai demandé. C'est assez contraignant. Est-ce qu'il y aurait pas un moyen de travailler sur cette mémoire à court terme? Parce que pour l'instant on n'a pas eu de solution quelconque. Personne nous a apporté quelconque solution, que ce soit les neurologues ou d'ergothérapeutes ou qu'importe concernant la mémoire. On revient toujours un peu sur le même discours, c'est il y a aucun symptôme pour lequel on a un remède miracle. Il y a aucun symptôme pour lequel on a un médicament qui permet de faire disparaître le symptôme. D'accord. Donc, il faut qu'on essaye de travailler sur ce qui est corrigeable. Et donc, ce que je veux dire sur la mémoire, c'est vrai sur la fatigue aussi. On n'a aucun médicament qui permet de faire disparaître la fatigue et on va travailler sur toutes les petites choses qui peuvent venir aggraver encore cette fatigue. Donc, on va aller travailler sur les troubles du sommeil, on va aller travailler sur tout ce qui est humeur aussi, tous les aspects psychologiques. On va aller travailler sur le fractionnement des tâches au cours d'une journée, sur comment on gère l'activité professionnelle, tout ça. Dans la mémoire, c'est pareil. Et dans la mémoire, il y a un aspect qui est extrêmement important et qui vient parasiter tout ce qui est du domaine de la mémoire pure, qui est l'attention et la concentration. D'accord ? Quand on n'est pas attentif, quand on n'est pas concentré, on ne peut pas retenir une information. On l'a tous expérimenté. Le modèle de ça, c'est la fatigue. Les jours où vous êtes fatigué, on va vous dire un truc, vous imprimez rien, 2 heures après, vous avez complètement oublié ce qu'on vous a raconté, parce que vous écoutiez pas, en fait, au moment où on vous a donné l'information. Et donc, dans une situation comme la NMO où il y a de la fatigue, il y a des douleurs qui sont très fréquentes dans la maladie, notamment après une myélite, où il y a potentiellement quand on est au début et même tout au cours de sa vie, on l'a vu avec le témoignage de Fatia, il y a un impact psychologique important de cette maladie dans votre vie. Tout ça, ça va venir parasiter aussi et donner des troubles de l'attention et de la concentration. Et donc tout ça, c'est potentiellement des choses sur lesquelles on peut jouer un petit peu plus que sur ce qui est du domaine de la mémoire pure et qui a été abîmé au moment d'une poussée. Donc, il faut toujours essayer de travailler sur des choses. Et puis, comme la marche, comme le physique, la mémoire, ça se rééduque. D'accord? Ça se rééduque en faisant ce qu'on appelle de la remédiation cognitive. Donc, la première étape, ça va être déjà l'évaluation de c'est quoi ce trouble de la mémoire. Est-ce que c'est de la mémoire pure? Et puis, est-ce que c'est de la mémoire à court terme, comme vous dites qu'on appelle la mémoire de travail? Est-ce que c'est de la mémoire plutôt à plus long terme? Est-ce que c'est de l'attention et de la concentration? Quelle est la part de chaque chose? Et donc ça s'appelle un bilan neuropsychologique. Donc la neuropsychologie, c'est un domaine de la psychologie qui est très particulier, qui est l'évaluation
et la compréhension de toutes ce qu'on appelle les fonctions supérieures, les fonctions cognitives, donc la mémoire, le langage, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc les capacités de planification, d'organisation, les fonctions visuelles, la reconnaissance des situations, des objets, qu'on appelle les gnosies. Enfin, tout ça, c'est du domaine de la cognition. Et donc, c'est des gens qui ont une formation en psychologie et qui vont se surspécialiser en neuropsychologie, qui sont capables d'évaluer ça avec des bilans. Donc c'est des bilans un peu longs, assez coûteux en énergie, mais c'est important de le faire parce que ça nous permet déjà de faire un état des lieux et de savoir sur quoi on va pouvoir travailler. Et ensuite, donc on peut faire de la rééducation qu'on appelle de la remédiation cognitive. Problématique aujourd'hui, souvent, dans la plupart des centres et même dans des centres comme le nôtre où on a quand même un certain nombre de moyens qui nous ont été donnés, mais les neuropsychologues, il y en a pas beaucoup. Il y a énormément de maladies neurologiques pour lesquelles il faut faire des bilans neuropsychologiques. Donc, elles sont tellement occupées avec les activités de bilan que c'est compliqué pour elles de faire de la rééducation. C'est un domaine qui existe extrêmement peu en médecine de ville. Les neuropsychologues de ville, ça existe quasiment pas, malheureusement. Donc, c'est un domaine qui a été un petit peu repris, heureusement, par les orthophonistes. Donc il y a des orthophonistes qui font de la remédiation cognitive. C'est pas le principal pareil de l'activité des orthophonistes ça c'est pas non plus, ça court pas les rues les orthophonistes qui font de la remédiation cognitive. Donc on a un vrai problème aussi de prise en charge, de filière de prise en charge. Mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui est intéressant. Mais c'est comme tout en rééducation, c'est que il faut le faire régulièrement, il faut l'entretenir, il faut le consolider. C'est pas quelque chose qui va marcher à long terme. C'est comme quand vous allez, si pour ceux qui sont déjà allés dans un centre de rééducation, on va rééduquer la marche, on va travailler sur la raideur, voilà. Et puis des fois, quelques mois plus tard, ça va aller bien 6 mois, puis quelques mois plus tard, ça va un peu moins bien. Il faut le travailler. Et c'est que comme ce qu'on disait sur l'activité physique, c'est difficile pour les patients, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence parce que on gagne des petites choses en continuant à travailler sur la mémoire, sur le physique. Mais dès qu'on arrête, finalement, le retour en arrière, des fois, il est bien plus rapide que la montée en puissance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Est-ce qu'il y a une routine de travail par rapport à ça qui est assez générique, hein, une routine de travail générique qui peut être préconisée Alors il y a des supports quand même informatiques qui existent pour la remédiation cognitive, des logiciels dédiés justement pour travailler la mémoire ou les fonctions exécutives en fonction des domaines que les neuropsychologues peuvent indiquer aux patients. Donc ça c'est quelque chose qui permet aussi de travailler en autonomie, faire des auto-exercices à la maison. Mais voilà, il faut quand même quelqu'un qui soit un peu chef d'orchestre et qui guide, qui dise ce qu'il faut faire au départ. Et après, tout s'entremêle. Encore une fois, ce que je disais, c'est que la fatigue va intervenir là-dessus, la douleur aussi va intervenir là-dessus. Donc les gens qui ont mal, compliqué d'être concentré quand on a mal toute la journée. Et à la fois, les traitements, notamment médicamenteux qu'on peut donner dans la douleur, ont souvent un impact sur la mémoire aussi. Donc, il faut s'interroger. Ça, c'est un élément dont j'ai pas parlé et qui est très important. C'est ce qu'on appelle la iatrogénie. Donc, les effets secondaires aussi qu'on provoque avec nos médicaments. Les médicaments de la spasticité, les médicaments de la douleur sont des médicaments qui fatiguent et qui augmentent ces difficultés cognitives. Donc, il faut toujours se poser la question aussi de comment je gère pour impacter le moins cet aspect-là tout en soulageant des symptômes qui sont gênants. Merci. J'avais une question sur justement sur la neuropsy et le cognitif. Beaucoup de patients se plaignent parce que au moment où c'est qu'ils annoncent qu'ils ont une plainte au niveau cognitif, on leur fait faire des bilans et on commence une remédiation cognitive. Mais en fait, on ne sait jamais d'où ils partent. On fait le bilan de neuropsy une fois qu'il y a la plainte. Et je me demandais si avec de nouveaux outils ou si vous aviez idée, est-ce qu'on pourrait pas peut-être faire un bilan de neuropsy le plus vite possible après le diagnostic, parce que en fait je me souviens de bénévoles qui me disaient je suis allé faire un bilan de neuropsy, on m'a dit tout va bien, vous fonctionnez bien, mais en fait je suis sûr, elle disait que je fonctionnais mieux avant. Et en fait comme on n'a pas de base, on peut pas voir la perte. Et non, vous imaginez pas que dans un futur, on puisse arriver à évaluer tout le monde?
Alors, là, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait un bilan avant le début de la maladie, presque, en fait. Oui, concomitant au diagnostic. Alors, même pas au diagnostic, avant le diagnostic, en fait. Puisque le fonctionnement de base, il est avant la première poussée. Oui. Mais bon, avant, c'est un peu compliqué. Évaluer l'ensemble de la population générale dans l'idée qu'un jour, il pourrait y avoir une maladie neurologique, c'est un challenge de santé publique infaisable. Je pense que c'est pas possible, clairement. Donc ça, c'est compliqué. Et ensuite, évaluer au plus près après le diagnostic, c'est pas forcément une bonne idée. Les neuropsychologues aiment pas ça pour plusieurs raisons. C'est qu'on a envie d'évaluer une fois qu'on a atteint un espèce d'état basal et que dans la NMO et la MOGAD en particulier, le pire, plus on est près de la poussée, plus on est au pire. Et que finalement, les choses ont plutôt tendance à s'améliorer avec le temps pour différentes raisons. Mais on va plutôt vers le mieux que vers le moins bien une fois qu'on est sorti de la période, de la phase aiguë de cette période de poussée. Et donc, qu'on essaye d'évaluer plutôt dans cet état-là et cet état-là basal qui va être l'état dans lequel on va fonctionner ensuite dans notre vie quotidienne. Que près de la poussée, les symptômes sont pires souvent. On est fatigué par la maladie qui est très active à ce moment-là. On est fatigué par les traitements qu'on donne. On est dans un état psychologique qui est quand même pas général en général et qui impacte énormément les capacités cognitives. On peut pas différencier l'état psychologique dans lequel on se sent des aspects cognitifs, c'est indissociable. Donc finalement, on préfère faire des bilans un petit peu à distance pour se mettre dans un état, bon voilà, ça c'est l'état basal, c'est l'état avec lequel je dois fonctionner aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire sur ces paramètres-là? Donc, ce que vous dites, c'est plutôt faire encore avant ça, et ça c'est impossible. Après, les bilans neuropsychologiques, en fait, ils sont évalués. On met en évidence les difficultés en s'adaptant à l'âge, au sexe, au niveau d'études. Donc, on essaye, c'est évalué aussi dans un contexte par rapport à des normes en population en général. C'est pas juste vous avez tant de phototests. Il y a des tests de dépistage qu'on fait des fois dans les services qui sont très basiques. Mais les vrais bilans neuropsy faits par les neuropsychologues, justement, ça s'appuie sur des normes en fonction, encore une fois, de l'âge, de son background socio-culturel, de plein de choses qui vont influencer ça aussi. J'aurais une question par rapport à ça. Du coup, on sait que les neuropsychologues, il y a un manque de personnel énorme, et je me souviens au tout début de cette conférence, on a parlé par rapport au diagnostic, manque de connaissances, et vous aviez mis quelque chose d'informatique en place. Est-ce que par rapport à ces bilans neuropsychologiques, on pourrait pas mettre quelque chose de très succinct, certes, mais en place numériquement, où les enjeux sont les critères sont trop compliqués pour mettre en place ce genre de pratique? C'est compliqué. Les aspects cognitifs, la neuropsy, c'est compliqué. Les tests de dépistage, même qu'on peut faire en consultation, ou sur les tests de débrouillage qu'on fait initialement, c'est quand même des mauvais tests et qui surtout sont pas normés justement sur les différents paramètres que j'ai déjà mentionnés. Ça se fait dans un contexte, il y a vraiment un aspect humain qui me paraît difficile à court-circuiter dans les bilans. Par contre, il faut qu'on demande à avoir plus de neuropsychologues. On disait, ce qu'on attend aussi des assos de patients, c'est de nous aider à monter au créneau pour dire on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Donc, il faut le faire. Il faut dire il y a un besoin, d'évaluation. Après, je pense qu'on a pris du retard dans la NMO. Par rapport à d'autres maladies neurologiques, parce qu'on s'est longtemps dit finalement c'est vraiment majoritairement il existe des atteintes du tronc cérébral ou de l'encéphale, mais c'est quand même pas les formes les plus fréquentes, et on s'est dit finalement quand on a de l'inflammation seulement sur le nerf optique et la moelle épinière, les fonctions supérieures c'est vraiment le cortex, c'est vraiment le cerveau, il y en a pas dans la moelle épinière. Finalement on pense que ces patients-là il n'y a pas d'atteinte cognitive dans cette maladie. Probablement qu'on se trompe. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que tous les aspects des autres symptômes impactent aussi le cognitif. On parlait de la douleur notamment et de la fatigue. Donc, je pense qu'aussi, il y avait tellement de choses à comprendre sur ces maladies que c'est pas ce qui a été priorisé aussi.
et qu'on a des progrès à faire là-dessus, qu'il y a de la recherche là-dessus. Ça nous intéresse beaucoup justement. On a un projet à Lyon d'évaluer sur les mois qui viennent là, parce qu'on a la chance d'avoir une étudiante en master qui s'intéresse au sujet, d'évaluer en systématique tous nos patients sur des bilans neuropsycho, qui est une plainte ou pas, et que nous on ait dépisté des symptômes ou pas. Donc ça, par exemple, c'est un petit. Alors ça va être sur notre population de patients, hein, parce qu'on suit un certain nombre de patients, mais on n'a pas l'exhaustivité de toute la France. Donc ça va nous donner un petit échantillon. Ça va déjà nous donner une idée de ce qu'on peut voir. Il y a après des enquêtes patients, comme l'enquête qui a été faite récemment par le laboratoire Alexion, qui va nous aider aussi à voir quelles sont les plaintes des patients que on identifie peut-être mal en consultation ou pas assez parce que on s'intéresse pas assez à ça, qu'il y a déjà beaucoup d'autres choses et que peut-être qu'on passe à côté de certaines plaintes aussi. Donc je pense que c'est un domaine qui a vocation à être dynamique dans les années qui viennent. Toujours sur les neuropsychologues, vu qu'on a un manque d'effectifs, on va pas en avoir tout de suite. La capacité de mobilité des patients NMOSD ou pour le MOGAD est compliquée. Est-ce que c'est possible de le faire du coup en téléconsultation? Ou il faut forcément les avoir en face? C'est une bonne question que j'ai posée il y a pas longtemps justement pour notre projet, de savoir si on pouvait faire les bilans neuropsy en visio. Ça avait l'air possible, mais c'est quand même pas l'idéal. Probablement que ce sera pas d'aussi bonne qualité. Pour le bilan initial, les neuropsychologues préfèrent quand même que ce soit fait en présentiel. Mais pour le suivi. Après, pour le suivi, que ça puisse se faire du coup. C'est différent, ouais. Le suivi, je pense que oui, mais le bilan initial, il faut être en présentiel à un moment donné, ouais. Ouais, moi j'en ai fait un de bilan neuropsy quand j'ai été diagnostiqué et faut être là. Donc, il faut être là en face. Faut vraiment. Du coup, je me rappelle plus des résultats. Mais souvent, ça dure pour le bilan, ça dure à peu près 3 voire 4 heures à la suite à faire des tests. Enfin, c'est au niveau attentionnel, c'est quand même long, et de le faire à distance. Enfin, il y a certains tests, je suis pas sûre que ce soit réalisable à distance pour le bilan. Non, je pense pas, parce que des fois, quand on a des visios au travail ou quoi, Guillaume, il le voit au bout d'une demi-heure, ça y est, je suis plus là, je décroche. Il peut me dire n'importe quoi. Hein, je suis à côté. Et s'il faut que tu fasses une visio de 2 heures avec une neuropsy ou même 1 heure, moi, je suis pas sûr que tu y arrives, en fait. Peut-être qu'elle, elle peut adapter, mais au niveau du patient, je pense que ça peut être compliqué. Le suivi, pourquoi pas? Le suivi, tout ce qui est remédiation cognitive, je pense que ça peut être amorcé après en distanciel, ça oui. Sûr qu'il faut prendre en compte la mobilité. Ça, oui. Faut déjà qu'on ait des neuropsy. Mais là, la première étape. Parce qu'aujourd'hui, les centres qui ont des neuropsychologues, nous, on n'a pas la capacité, par exemple, que notre neuropsychologue, elle voit d'autres patients que ceux de Lyon, quoi. Déjà qu'elle n'arrive pas à voir tous nos patients. Oui. On n'a malheureusement pas une neuropsychologue dédiée à la NMO et la MOGAD. Hein. C'est la neuropsy avec qui on travaille sur la sclérose en plaques, qui déjà déborde. donc. Alors, autre question, mais ça va être une réponse très compliquée. Il y a un manque de personnel du coup en neuropsychologue. Va falloir passer par médecine, je suppose, ou non, les neuropsychologues, c'est un cursus de psychologie. Psychologie. Des études de psychologie. Et du coup, l'aspect neuro. C'est une spécialité de la psychologie en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut pas, du coup, dans les facs de psychologie, aller démarcher pour promouvoir un peu mieux le métier en soi? J'ai pas fait de fac de psycho, je sais pas comment ça se passe, mais je pense que que la surspécialité est connue des psychologues. Je pense que le problème est pas à ce niveau-là. Le problème est qu'il y a une inadéquation entre la demande qui est énorme, parce qu'encore une fois, ces aspects cognitifs, il y a que les neuropsy qui arrivent à l'évaluer correctement. Les neurologues, on est souvent pas très bons. Ça dépend. Il y a des gens qui sont quand même plus spécialisés là-dedans que nous. Et ça touche tous les domaines de la neurologie, en fait. Et que jusqu'à maintenant, les forces
de neuropsychologie ont quand même été concentrés sur les maladies qui donnent en priorité des troubles cognitifs manifestes, qui sont les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, mais toutes les maladies apparentées, hein, qui représentent un champ de population bien plus large que les maladies inflammatoires. Donc il y a déjà des forces qui sont concentrées sur certains domaines. Clairement, les maladies inflammatoires sont pas les plus prioritaires probablement sur ces forces-là, même si on aimerait et qu'on essaie de le développer, et que l'idée c'est de développer aussi avec les neuropsychologues des outils que nous on puisse utiliser un peu plus facilement. Enfin voilà, mais là on en est presque déjà avant d'évaluer les gens, on manque aussi de connaissances sur les aspects neuropsychologiques dans la NMO et dans la MOGAD. On en est même à ce stade-là, quoi. On est au stade avant dire comment on va les évaluer et les prendre en charge. Déjà, est-ce que ça existe? On pense tous que oui, mais c'est bien qu'on puisse faire des études pour le montrer, sur quel type de champ, avec quel type de rééducation, et derrière d'avoir du personnel. Donc voilà, c'est des démarches par étapes. Juste quand même parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de l'aborder, mais et Marie, ne voulez pas nous parler un peu de ce que vous faites comme métier, parce qu'on a parlé depuis ce matin des généralistes et puis beaucoup des neurologues et puis des chercheurs, et puis allez, parlez-nous de vous un peu. Qu'est-ce que je fais au quotidien du coup? Alors moi, ça fait bientôt 15 ans que je travaille en neurologie inflammatoire, donc plutôt au départ sclérose en plaques, et après quand le MIRSAM a été mis en place, j'ai eu la chance de pouvoir changer du coup, de plus travailler en service classique, mais d'être un peu sur un rythme un peu de consultation et de continuer donc du côté sclérose en plaques, et ensuite du coup MIRSAM aussi, et de faire ce qu'on appelle des consultations de suivi d'annonce de diagnostic. Donc quand il y a une annonce de diagnostic, de pouvoir prendre un temps avec le patient pour savoir du coup voilà qu'est-ce qu'il a compris, où il en est, d'être là du coup pour reprendre des explications, pour parler des traitements, parler du traitement de la poussée, le traitement de fond, enfin d'essayer d'être là du coup pour compléter ce qui a été dit avec le neurologue. Il y a souvent aussi des aspects qui sont peut-être moins, ou des questions qu'on ose peut-être moins poser directement au neurologue, mais qu'avec l'infirmière du coup on se confie peut-être un peu plus, on ose peut-être un peu plus en parler, et du coup d'être là un peu comme une sorte un peu de trait d'union du coup entre patient, neurologue et patient et kiné ou autres professionnels de santé. Donc là il y a le côté au moment du diagnostic, et il y a après dans le suivi, si on suspecte de faire une poussée ou la mise en place du traitement de fond, d'apprendre à faire des injections, ou savoir comment se passe le traitement au quotidien, enfin de pouvoir être là du coup en soutien, enfin une personne ressource du coup pour les patients, de faire partie aussi des ateliers d'éducation thérapeutique où on parle de la fatigue, on parle des troubles urinaires, on parle du quotidien, d'être là peut-être un peu plus aussi des fois sur des choses auxquelles on pense peut-être pas au démarrage de la maladie, mais au fur et à mesure du temps, de se rendre compte sur le côté professionnel aussi, tout l'impact que ça peut avoir sur le retentissement familial. Et ça, c'est pas des choses auxquelles on parle peut-être au démarrage, mais où la personne, une fois qu'elle acquiert un peu plus de recul sur sa maladie, de connaissance aussi, de toutes les répercussions qu'il y a dans son quotidien. Voilà globalement ce que je fais. Et le lien avec l'équipe aussi, avec l'équipe infirmière qui est là du coup, équipe infirmière, aide-soignante, avec les neurologues, enfin d'essayer d'être là du coup un peu la définition de trait d'union, je pense que c'est un peu ça. Voilà, et les personnes ressources, oui, parce que vous êtes du coup en lien avec l'équipe, vous n'êtes pas la seule infirmière du service, non. Vous êtes en lien avec Non, et du coup, des personnes ressources comme ça, il y en a dans tous les centres de référence? Non. Et là aussi, du coup, voilà, on a la chance à Lyon, du coup, que je puisse avoir ce poste-là. Après, alors, en parlant de la sclérose en plaques, mais voilà, qu'il y a des centres de ressources et de compétences où de plus en plus, il y a quand même une infirmière qui est dédiée, du coup, qui a un temps dédié pour ça. Mais après, non, c'est pas de partout, quoi. Donc, et dans le... Ah, pardon.
rebondir là-dessus, comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. Et que on a la chance, en fait, justement par cette filiarisation et l'effort de nos autorités de santé et de notre gouvernement d'avoir créé ces réseaux de soins maladies rares. Et en fait, c'est ça qui nous permet de développer des ressources comme ça. Nous, on a des idées, on en a, du temps, on a envie d'en prendre, donc il y a pas de souci. La problématique, c'est que il faut financer ces postes et que le fait d'avoir été labellisé centre de référence et d'être centre constitutif nous donne aujourd'hui de l'argent. On reçoit de l'argent tous les ans qui est au prorata de notre activité et qui nous permet de financer une partie du poste de marine, par exemple, et de tout un tas d'activités. Justement, une neuropsychologue, alors qu'on a sur le côté pédiatrie de notre centre de référence, mais qui est malheureusement ça finance un 20%. Donc ouais. Donc voilà, la problématique elle est là. Et donc aujourd'hui, on a réussi à créer un fort maillage national en termes d'expertise et d'intérêt, tous ces centres MIRSEM, mais dans l'algorithme, on va dire, de la DGOS et des gens qui nous financent, seuls les centres coordonnateurs, donc le Kremlin-Bicêtre, le professeur Deva et les centres constitutifs, la Pitié-Salpêtrière et nous sommes financés. Aujourd'hui, tous les centres les autres centres qui ont le label MIRSEM ont reçu ce label MIRSEM parce qu'ils ont montré qu'ils avaient une file active de patients, qui faisaient des actions pour les patients, qui portaient un intérêt scientifique aussi, il y a le côté recherche qui est valorisé dans ces domaines-là. Par contre, ils reçoivent 0 €. Donc, ces autres centres-là, ils n'ont pas de moyens financiers pour développer justement des infirmières coordinatrices, des neuropsies, des ergos, j'en sais rien, enfin tout un tas de gens, un chef de projet, nous aussi, qui pour le côté recherche clinique, qui nous simplifie la vie. On peut pas tout faire, donc on a besoin de gens en fait, et la problématique c'est vraiment le temps humain, le personnel, et du coup pour avoir ça il faut de l'argent quoi. Dernière du coup. Et du coup, si on a une personne qui est dédiée comme sa ressource dans sa région, on peut la rencontrer comment? Il faut que ce soit le neurologue qui aiguille, ou on a quoi, des consultations, on prend des rendez-vous avec les coordinatrices? Oui. Moi, je pense que mes coordonnées, du coup, si on tape MIRSEM Lyon, on trouve les coordonnées du coup du centre de Lyon. Et après, les patients qu'on connaît, qui sont suivis du coup chez nous, ont mes coordonnées, ils peuvent me contacter quand ils veulent, au besoin quoi. Moi, je n'initie pas de consultation régulière. Je pars vraiment du principe que s'il y a besoin, voilà, qu'on me contacte, qu'on me sollicite. Je peux pas deviner du coup que ça va pas ou qu'il y a des questions, mais vraiment de laisser la possibilité de revenir vers moi et qu'on se revoit en visio si on peut pas se déplacer, en présentiel, de profiter d'une consultation avec le neurologue et de regrouper les rendez-vous, ou en hôpital de jour, enfin vraiment d'être là à la carte quoi. Donc, on a essayé de créer de faire un vrai effort. Alors là, à l'échelle locale et régionale, parce que aujourd'hui, on a des moyens, mais pas suffisamment pour le faire à l'échelle nationale, malheureusement, juste notre centre nous. Mais on a créé quand même un bon maillage territorial dans notre région pour essayer que les neurologues, alors pour la NMO et la MOGAD, c'est que ça concerne quand même beaucoup les neurologues hospitaliers, plus que les neurologues libéraux, parce que c'est quand même souvent des symptômes qui amènent jusqu'à un hôpital et pas seulement en consultation. On connaissent notre existence, peuvent nous contacter avec différents points d'entrée, la consultation neurologique, la consultation simplement infirmière. Nous, on n'impose absolument pas que les patients soient vus par Romain ou par moi pour qu'ils puissent rencontrer Marine. Il y a aussi le point d'entrée psychologique, puisqu'on a une psychologue qui travaille aussi sur l'activité MIRSEM, qui prend du temps sur son activité pour travailler sur le MIRSEM. Donc on essaye vraiment que l'ensemble des neurologues de la région connaissent ce dispositif, puissent nous contacter facilement, et nous on reçoit tous les patients de la région sans souci.
Du coup, quelles sont les régions qui bénéficient de ce genre de dispositif et des centres ressources, hormis Lyon? Alors, comme je l'ai dit, les seuls centres qui sont financés pour ce type d'activité, c'est Paris et Lyon. Par contre, on a quand même la chance d'avoir un maillage qui s'est fait via la sclérose en plaques, pour lequel il y a un effort qui est un peu plus ancien de créer des centres experts et de financer ces centres experts, et que un certain nombre de centres quand même ont développé donc une expertise dans la prise en charge globale, l'éducation thérapeutique dans la sclérose en plaques, et du coup débordent actuellement sur la NMO. Donc Strasbourg par exemple, ils sont assez actifs sur la NMO, enfin d'autres centres, Bordeaux aussi. Les centres qui sont déjà centres experts sclérose en plaques se servent des ressources qu'on a grâce à la sclérose en plaques pour aussi prendre en charge ces maladies apparentées, en sachant que un certain nombre d'outils et d'ateliers qui ont été développés dans la sclérose en plaques sur les symptômes peuvent tout à fait intéresser les patients qui ont une NMO et une MOGAD, qu'après les spécificités sont acquises par les infirmiers concernés au fil du temps. Oui, parce qu'après, quand il y a des ateliers d'éducation thérapeutique, par exemple sur la fatigue, que ce soit sclérose en plaques, que ce soit NMO, que ce soit MOGAD, au quotidien, les questions sont les mêmes. Donc finalement, on peut faire des groupes aussi, quand c'est en groupe, de mélanger du coup les pathologies. Donc ouais. Et souvent, on n'était pas les bienvenus forcément, et que c'était pas les bons interlocuteurs, donc c'est compliqué. C'est que ouais. Oui. Ouais. En tout cas, Lille 2021, c'était toujours le cas. Aujourd'hui, on est presque en 2025 finalement. Donc non, mais en vrai, faut avoir en tête que c'est un domaine qui est dynamique. On a de plus en plus de moyens, qu'on a de plus en plus de connaissances, que les choses bougent vite. Ouais. Donc, faut pas hésiter à ressolliciter. Et que les choses, 2021, c'est déjà loin dans le domaine de ces maladies rares finalement, en fait. Et même nous, on disait des choses en 2021 qu'on dit plus aujourd'hui, et dans la connaissance pure, et même en 2021, on n'avait pas tout ce qu'on est en train de vous raconter aujourd'hui. Le dispositif de suivi de l'annonce du diagnostic qu'on a mis en place, il n'existait pas en 2021. Enfin, voilà, il y a des choses qui bougent, quoi. C'est qu'on se sert souvent de ce qu'on fait dans la sclérose en plaques, et le temps qu'on l'adapte du coup à l'NMO, puis après ça sera aussi encore mieux du coup pour les MOGAD. Enfin, c'est que petit à petit du coup on se sert de cette expérience aussi, et de se rendre compte que une pathologie chronique, finalement on pourrait encore aller, enfin, il y a des choses au quotidien, voilà, sur là un des derniers groupes qui a été mis en place, c'est sur l'image de soi, et au final c'est de parler finalement du quotidien avec une maladie chronique. On reste pour nous du coup en neurologie, je suis sûre que si on prenait d'autres, en rhumato, en hémato, les questionnements, ce serait la même chose. Enfin, c'est donc c'est d'essayer aussi de mutualiser. Après, chacun avec ses spécificités, mais il y a des choses qui restent communes, et que si on peut mutualiser le temps de présence d'une infirmière pour plusieurs pathologies, on peut essayer. Après, on connaîtra pas aussi bien du coup, voilà, de façon pointue, on va dire, la NMO ou la MOGAD qu'une infirmière. Du coup, moi, si on me demande d'intervenir ne serait-ce qu'en épilepto, ça fait 15 ans que je fais la neuro, en épilepto, voilà. Donc, ou en Parkinson ou autre maladie neurologique. Voilà, voilà, c'est d'un côté, il y a des sujets qui sont assez spécifiques et qu'il faut développer par pathologie. Je pense qu'il y a des sujets pour lesquels c'est intéressant la transversalité, justement, et d'avoir des maladies différentes. Comme nous, c'est intéressant des fois qu'on interagit sur des sujets précis avec d'autres spécialités de la médecine. Là, c'est un peu pareil de dire les gens qui ont d'autres pathologies, il y a peut-être eu d'autres réflexions dans ces groupes de patients, et du coup qui apportent des choses auxquelles on n'avait pas pensé en neuro. Enfin, j'en sais rien. Je pense que la transversalité, elle peut être intéressante aussi sur certains sujets spécifiques.
Et après, une des ressources qu'on a, et c'est assez visible quand on regarde les tables, hein, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui nous ont bien aidés à développer des documents patients. Mais du coup, les laboratoires pharmaceutiques, ils sont dans le domaine, et c'est normal, de la pathologie pour lequel leur médicament est commercialisé. Donc, vous voyez, tous ces documents sur la NMO, en finalement pas longtemps, c'est là que je dis que ça change vite, parce que tout ça, ça a moins de 2 ans. Par contre, il n'y a rien sur la Mogat, sur la table. Voilà. Donc, et en fait, faire ça, c'est un travail titanesque, hein. C'est-à-dire que donc, il y a toujours des médecins qui participent à l'élaboration de ces documents. Il y a différents médecins sur ces documents-là. Le côté scientifique, déjà, nous prend du temps. Mais si, en plus, il faut qu'on fasse pour la Mogad, sans l'appui logistique de personnes, ce genre de documents, la mise en page, le truc. Moi, par exemple, j'ai pas l'esprit créatif. Faire une brochure comme ça, toute jolie, machin, je suis incapable de le faire. Donc, dans la Mogad, on essaye de faire des documents. Mais c'est dur, on n'a pas le temps. Et surtout, on n'a pas le temps de faire ça parce qu'il faut travailler pour les patients. Après, on a notre activité clinique. Donc, c'est là que l'intervention des laboratoires est précieuse. Et évidemment, c'est dans le champ de la maladie que le traitement qu'ils proposent traite. Donc, et encore, on a des laboratoires qui s'intéressent de plus en plus à la Mogad, même s'ils n'ont pas de traitement dedans. Mais voilà, ça bouge vite. Et franchement, ça, c'est quand même joli. Bah oui. Oui. Et j'espère que dans 2 ans, on aura les mêmes tables pour la Mogad. Et puis après, ça prend du temps. Enfin, voilà, le chevalet, la première fois qu'on Chevalet, on a travaillé combien de temps dessus? J'irais bien grosse année, 1 an et demi. Ouais. Pour les premières réunions et ça. Ah non. Ça a pris un peu de temps, ouais. Chevalet, moi, c'est bien parce que je me rappelais plus. C'est Julie qui m'a dit t'as vu le chevalet, tout ça? J'ai dit alors, quel chevalet? Ah, mais celui avec les sushis, de quoi tu me parles? Et en fait, je me rappelais plus que j'avais relu, qu'on avait. Je me rappelais plus, c'est les troubles cognitifs. Là, Et ça, par exemple, c'est un outil qui nous tenait à cœur parce qu'on a ce type d'outil dans la sclérose en plaques et on trouvait que c'était vraiment un support hyper utile dans dans la reprise d'annonce du diagnostic notamment, mais à tout moment de la maladie finalement ça peut être utile. Et puis le laboratoire Alexion qui nous a aidé à développer ce document avait finalement la même expérience pour d'autres maladies, d'autres champs thérapeutiques de leur traitement. Et donc finalement nos idées se sont retrouvées un peu par hasard en disant on a envie de la même chose donc on va le faire et ça donne ça et on a pu l'utiliser avec des nouvelles personnes récemment diagnostiquées et c'est un bon support par exemple. Plutôt que de faire des dessins. Alors moi, je fais tout le temps des dessins, alors que je dessine extrêmement mal. Là, donc, vraiment, c'est catastrophique, donc ça, c'est très bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que d'avoir un support visuel avec un dessin, c'est hyper important. Donc, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais incapable d'expliquer à ma fille, les enfants, en fait. Bon, lui, l'autre, il était petit, rien à péter, mais la grande, j'avais du mal à lui expliquer. Et en fait, quand elle a rencontré ma neurologue, elle l'a prise en fait en consultation et elle lui a fait des dessins. Pareil, elle dessine très mal. Mais du coup, c'était super parce que j'avais pas pensé à faire des dessins en fait. Puis ça permet voilà, des mots. Là, puis il y a des personnes, elles sont beaucoup, plus dans l'audition, dans le visuel, et des fois d'avoir un schéma et de se dire, ok, là en fait, tout ce qu'on m'a expliqué. Là, ça y est, il y a le petit truc qui fait que j'ai compris et qui va vous permettre après de pouvoir l'expliquer, que ce soit du coup à des enfants ou à des adultes. Mais une fois que vous avez l'image, du coup, et une meilleure représentation de ce qui se passe pour pouvoir l'expliquer, ça facilite aussi les choses, quoi. Donc, et puis là, d'avoir essayé de faire aussi, on sait que il peut y avoir aussi pas mal de troubles de la vision, d'essayer d'avoir des couleurs ou tout ça. Ça, on avait en tête ça,
mais dans le concret de comment le réaliser, ça a été une étape aussi compliquée, quoi. Enfin, sur la typographie, sur la couleur, sur les contrastes. Oh là là, on est neurologue infirmière, on n'est pas graphiste, vraiment, quoi. Enfin, on n'est pas graphiste, et puis c'est difficile on a l'habitude d'entendre les symptômes que les gens rapportent, mais on les vit pas. Donc c'est difficile des fois de se rendre compte de comment la vision exactement est altérée. Ben voilà, c'est pour ça que on a utilisé une de nos patientes qui voit très mal et qui a regardé différents modèles, qui nous a conseillé, qui a accepté de travailler avec nous là-dessus parce que c'est difficile de se projeter. Voilà. Et puis après que vous aussi vous puissiez vous ayez été mis dans la boucle pour pouvoir relire, pour pouvoir voir si c'est suffisamment clair aussi, si au niveau des couleurs ça passe, enfin d'avoir votre retour, quoi. C'est... Là, on l'avait relu avec ma fille, je crois, et il y avait sa coloc, ma fille, qui n'a rien à voir avec le truc, et du coup elle nous a donné plein d'indications pour ma fille et moi. Ça coulait et elle nous a dit mais non mais ça moi j'ai pas compris. Voilà, d'avoir quelqu'un de ça nous a permis de bien c'était nickel. Non mais ça a été c'est un bon travail. Qu'est-ce qu'il y a en mode il va falloir qu'on récupère les gens et tout le monde. Merci beaucoup Marine. Merci beaucoup Dr Pic. Votre participation. Peut-être vous garder 5 minutes de plus après pour faire une interview rapide. Merci à tous d'avoir participé à cette première demi-journée et merci à tous nos sponsors UCB, Alexion, Roche et Amgen. On continue demain. Donc d'abord on mange ensemble si vous voulez et ensuite on recommence demain matin à 9h pour l'accueil et puis pour rester un peu patient. On avait décidé de parler un peu de travail et de NMO et MOGAD, on en parlera demain entre nous. Merci vraiment beaucoup pour vos questions et votre participation et on peut dire que la première demi-journée est finie et on se retrouve du coup demain matin. Le lunch est au-dessus, je crois. D'être libre au Togo. Vous êtes libre.